Avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. Pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Drill, baby, drill. On n'a jamais fait aussi chaud et on n'a jamais parlé si peu du dérèglement climatique. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Il y a 100% de risque d'impact. Déter, un podcast de Sandrick Everarts. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 6e épisode de Déter. Aujourd'hui, nous nous rendons dans les bureaux de la Libre Belgique. C'est sous les conseils de Arno Roysen, notre premier invité dans la série Déter, que j'ai contacté un rédacteur en chef tel que Dorian Deméus. Pour la première fois dans cette série, nous aurons donc un point de vue plus général de la presse belge, un point de vue plus en retrait des questions climatiques. En tant qu'étudiant, j'ai pu avoir Dorian Deméus comme prof invité à l'UC Louvain, et je sais qu'il a une vision très entrepreneuriale de la presse. Il me rappelle d'ailleurs lors de notre rencontre que la Libre est avant tout un produit et que les journalistes doivent écrire en fonction de ce que les gens lisent. Le nombre de clics par article est zioté de manière quotidienne à la Libre Belgique et selon Dorian Deméus, le climat est loin d'être le sujet qui intéresse le plus son lectorat, un lectorat généralement situé au centre droit de l'échiquier politique. Avec tout ça en tête, je suis un peu curieux et je me demande si une personne comme Dorian Deméus est personnellement sensible aux questions climatiques. Le réchauffement climatique vous fait-il peur ? C'est la question que j'ai posée à Dorian Deméus. Oui, ça me fait peur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qui est un vrai sujet, qui est un sujet angoissant. Vous savez, quand vous avez père de plusieurs enfants, il me paraît assez normal que l'avenir de vos enfants soit une vraie angoisse. Et donc évidemment que l'environnement en fait partie. On voit bien l'évolution climatique en Belgique. Moi, depuis que je suis né, je vois qu'il y a des plantes qui ne survivent pas dans le fond du jardin, alors qu'avant c'était possible, qu'il y ait beaucoup moins d'animaux. Quand on prend la route, on voit qu'il y a beaucoup moins d'insectes sur le pare-choc. Et donc ce sont des petits constats du quotidien qui sont là. Le fait de devoir mettre des filtres maintenant spécifiques sur les robinets, c'est des choses qu'on n'avait jamais imaginées par le passé. Ne plus acheter d'eau en bouteille, vivre avec des gourdes, des choses comme ça. Essayer d'être dans une logique de zéro déchet. On essaie d'inculquer ça à nos enfants aussi. Donc ce sont toutes des petites choses qu'on essaie de faire. Mais je suis conscient aussi que l'enjeu est considérable sur le plan international et donc la coopération au développement me paraît pour ça une option très importante qui malheureusement avec la guerre ce sont des budgets qui diminuent puisqu'on pourrait très bien avoir une coopération au développement beaucoup plus axée sur la lutte contre le réchauffement climatique pour aider certains pays, principalement des pays du tiers-monde, à affronter les difficultés, à moins polluer, à entrer dans d'autres dynamiques, puisqu'on est très content ici de changer de voiture très régulièrement et d'avoir des voitures qui polluent moins, mais quand on voit ce que deviennent nos voitures polluantes, c'est juste un non-sens. Là où Michel Demullenard, journaliste au Pôle Planète du soir, me disait qu'il fallait arrêter de parler des petits gestes du quotidien et qu'on ne faisait simplement pas assez d'efforts individuellement, Dorian Deméus jette lui plutôt la pierre aux politiques internationales. Selon lui, il ne faut surtout pas être culpabilisant lorsqu'on parle de climat. Ce serait, il dit, trop facile. Bon, comme au sein de la Libre Belgique, l'écologie me semble loin d'être centrale, je demande à Dorian Deméus si cela reste une préoccupation majeure pour la rédaction. Écoutez notre discussion à ce sujet. Donc nous, on écrit avant tout pour nos lecteurs. Donc on suit les intérêts que les lecteurs ont et il s'avère que c'est plus la
politique, l'économie et l'international qui l'emportent, avec évidemment aussi la culture. Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on va intégrer les matières écologiques, tout l'enjeu climatique à travers nos différents services, nos différents papiers, nos différentes couvertures. Et on a évidemment depuis très longtemps maintenant un service, une cellule, on va plutôt l'appeler comme ça, Planète, dans laquelle on a 4 journalistes qui suivent évidemment l'environnement, mais aussi la santé, les sciences, l'espace. Et donc, en fait, ce sont des journalistes qui peuvent à un moment donné aborder la question climatique en tant que telle, mais sur l'environnement, si on prend que l'environnement, là on a une journaliste à temps plein qui suit l'environnement au quotidien. Donc on fonctionne un peu avec cette logique-là. La grande question qu'on a et qu'on se pose depuis maintenant pas mal d'années, on y travaille concrètement, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'assurer que chaque journaliste qui suit l'industrie, qui suit le nucléaire, qui suit l'énergie, la mobilité et autres, va tenir compte des enjeux climatiques, de l'évolution de ces enjeux, et évidemment de la lutte contre le réchauffement climatique dans ces matières. Parce que trop souvent, ces journalistes suivent par exemple la mobilité et se détachent un petit peu de l'aspect environnemental en se disant mais ça, c'est une matière qui est traitée par Planète, donc je ne vais pas aborder cet aspect-là. Or, c'est le contraire qu'on veut. On veut s'assurer que chaque journaliste le fasse dans son département. C'est un enjeu assez global. Donc vous dites oui qu'il y a un enjeu en fait de transversalité. Alors cette transversalité du sujet climat, en quoi elle est peut-être compliquée ou en quoi c'est compliqué de l'assurer, en tout cas dans la rédaction? En fait, l'historique de la rédaction fait qu'on a des silos de services, politique, société, internationale, économie, etc. Et il est parfois compliqué d'avoir des journalistes qui peuvent un peu en sortir. Or, c'est ce qu'on veut pour le climat. Et donc, c'est un peu le grand enjeu, c'est de s'assurer que chacun soit conscient de l'importance de la matière, qu'on rappelle très souvent dans nos éditos quand même, sans être pour autant un journal écologiste, parce qu'évidemment, on n'est pas un journal écologiste, c'est pas du tout le but d'une rédaction comme la nôtre. Mais tenir compte de l'enjeu climatique, ça, évidemment, c'est très important pour nous. Est-ce que vous décririez cet enjeu climatique comme un enjeu d'intérêt général? Et est-ce que, justement, le fait que ce soit peut-être d'intérêt général vous oblige à en parler plus, même si votre lectorat est moins centré sur ces questions-là? Oui, on s'oblige à en parler, on se dit qu'on doit faire régulièrement des éditos pour rappeler l'importance, pas seulement quand l'actualité le rappelle parfois de façon brutale, on pense à des inondations ou des grands phénomènes climatiques, ou quand il y a des décisions politiques incohérentes ou fortes qui sont prises dans les deux sens, d'ailleurs. Donc on essaye de vraiment avoir cet enjeu-là. Maintenant, les lecteurs nous achètent pas pour ça. On a évidemment des lecteurs qui voudraient qu'on en fasse plus, puisque très sincèrement, on peut toujours en faire plus. On peut toujours en faire plus dans toutes les matières. On peut faire plus de patrimoine, plus de fiscalité, et donc plus d'écologie aussi. L'idée ici, c'est plutôt de s'assurer qu'on ait une couverture responsable par rapport à un enjeu qui nécessite de la responsabilité. Ça fait des années déjà, je pense une quinzaine d'années, qu'on ne fait plus du tout passer des opinions climato-sceptiques dans le journal. Par le passé, il y avait une forme de débat qui faisait que de temps en temps, on laissait parfois même des académiques, souvent d'ailleurs, que des académiques qui avaient une opinion un peu contraire à ce que la science disait généralement, pour créer le débat. Ça, c'est quelque chose qu'on a totalement arrêté, parce que la science n'est plus dans une logique de débat par rapport à ces questions. Le seul débat qu'il y a, c'est sur les conséquences, quelle est la gravité des conséquences, mais quelles qu'elles soient, elles sont graves. Alors vous l'avez dit, le pôle Planète à la Libre, c'est un pôle qui a plusieurs catégories, mais c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi la santé, le bien-être. Et donc est-ce que finalement l'environnement pour vous c'est une sous-catégorie ? Ah non, pas du tout. C'est tout à fait autrement qu'il faut le voir. Il faut voir la santé aussi comme faisant partie de l'environnement. Quand on parle d'épiphases en santé, quand on parle des maladies qui circulent de plus en plus, ou des nouveaux modes de cancer et tout ça, on provient très régulièrement et très rapidement en fait à la science et à l'environnement. Donc ce n'est pas une sous-catégorie, c'est une catégorie, une compétence qui a de l'importance, qui est prise en charge par une ou deux journalistes principalement, mais dont on espère aussi qu'elle puisse s'étendre le plus possible. Est-ce que c'est assez de journalistes pour traiter des questions environnementales ?
Oui, parce que ça permet d'avoir quand même pas mal d'articles chaque semaine, sans parler évidemment des dépêches qui en parlent aussi. Moi, je pense que c'est beaucoup. Vous savez, on n'a pas un journaliste par matière en général, hein. On a des journalistes qui font plusieurs matières. Et donc, avoir quelqu'un qui fait l'environnement, à côté de ça, il y a quand même quelqu'un qui fait la mobilité. Or, la mobilité, aujourd'hui, ça se rejoint. Quand on a quelqu'un qui fait l'industrie automobile, ça rejoint aussi les innovations en termes d'automobile, qui parlent aux gens, qui parlent de conso, encore dans les articles de ce matin. Donc, on a ces sujets-là qui sont pris en compte quand on parle de nucléaire ou l'évolution de l'énergie. Il y a évidemment l'aspect défense et stratégie d'indépendance énergétique, ou, surtout ne pas être dépendant des eaux, du gaz et autres. Ça fait partie des sujets, mais dedans, il y a tout l'aspect comment est-ce qu'on va nous-mêmes créer notre électricité. Donc, on va parler de ce que fait l'Allemagne avec ses panneaux solaires, avec l'éolien. On parle énormément d'éolien dans nos pages aussi. Ce sont des sujets qui touchent à l'environnement, hein. Ça, il faut pouvoir le dire et le rappeler. Il ne s'agit pas juste de se dire, tiens, est-ce qu'on va parler de la catastrophe qui arrive demain? C'est aussi savoir comment est-ce que tous les jours on peut évoluer. On avait en une, il n'y a même pas une semaine, je pense, des articles sur le petit éolien, pas les petits éoliens, les petits panneaux solaires qu'on peut mettre chez soi quand on a un appartement ou un balcon et qu'on n'a pas les moyens de mettre des grands panneaux sur son toit. Alors, ce sont des petites solutions, mais ce sont des choses qu'on doit faire connaître au public qui veut faire des efforts et qui ne voit pas toujours comment il pourrait en faire. Il est temps pour moi d'interroger Dorian Deméus sur l'anxiété que peut provoquer l'écologie. Le sujet peut être déprimant, aussi bien pour les lecteurs que les journalistes environnement. Ma question, l'anxiété est-elle palpable en rédaction ? Oui, certainement, parce que les journalistes restent des personnes humaines avec leurs émotions, leur caractère, leur force de résistance par rapport à des informations négatives. Mais là, je dois dire que l'évolution a été terrible dans tous les domaines aujourd'hui. L'anxiété, elle est partout. Et ça a commencé un peu avec les attentats déjà il y a une dizaine d'années. Et puis, on a eu le Covid qui a vraiment apporté une vague d'angoisse assez considérable. Et puis, la guerre en Ukraine qui a apporté son lot en plus. Et maintenant, je ne dois même pas vous parler des tromperies quotidiennes qui font que les journalistes qui suivent ces différentes matières, qu'elles soient économiques, politiques, internationales, ont de plus en plus de mal. Donc, ce qui était peut-être limité à des journalistes environnement il y a quelques années, aujourd'hui est assez généralisé à l'ensemble de la rédaction. Alors, vous dites que votre lectorat ne veut pas d'informations anxiogènes, mais alors, je me baladais sur le site de la Libre et j'ai vu cette rubrique Inspire aussi. Et cette rubrique Inspire, elle m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a du journalisme de solution, il y a du journalisme positif, souvent pour des sujets climat. Et pourtant, vous me dites que ça n'a pas fonctionné, en fait, cette rubrique Inspire. Non, ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait en tout cas. Donc c'est vrai qu'on l'a voulu comme un journalisme de solution. Et comme assez souvent dans ce genre de situation, entre ce qu'on veut et ce qui finalement commence à s'installer comme une rubrique qui parle d'associatif, qui ronronne quelque part un petit peu autour des bonnes petites initiatives des uns et des autres, on n'est plus dans ce qu'on espérait avoir, quelque chose d'une solution. Et c'est d'une part parce que les moyens n'ont pas pu être mis dans cette ambition-là qu'on avait, parce que les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont dans tous les services, et donc on doit faire des choix importants. Et vu que le résultat de l'audience n'arrivait pas, on ne s'est pas dit qu'on allait juste revoir les choses, on a plutôt décidé de travailler un peu autrement, toujours essayer de valoriser ce qui peut être un journalisme de solution. Mais le journalisme de solution, c'est pas quelque chose qui excite réellement les journalistes. C'est-à-dire que quand vous en parlez, ils sont tous assez enthousiastes, mais quand il s'agit de leur donner vraiment un sujet, c'est toujours plus compliqué. Donc là, il y a une différence entre la réalité et la théorie qui est assez frappante. Chaque année, il y a la fameuse semaine du journalisme constructif, du journalisme de solution. Et ben, je dois avouer qu'il n'est pas simple de mettre ça en place. Pas seulement parce que les journalistes ne veulent pas le faire, hein, soyons très honnêtes, mais parce qu'ils sont débordés par d'autres choses qu'on leur demande de faire. Et donc, ils disent, oui, mais enfin, j'ai pas le temps, j'ai déjà ça à faire, puis il y a telle ou telle actualité qui tombe. Et donc, ils voient ça, cette semaine-là, plus comme une contrainte que comme une occasion de faire du journalisme de solution. Et certains vont même vous dire, mais on essaie de faire du journalisme de solution un peu tout le temps, tout comme d'autres vont dire, mais le fact-checking, ça sert à rien d'avoir une série de fact-checking, parce que notre métier, c'est de faire du fact-checking tous les jours. Donc, on a ces différents paradoxes, quelque part, qui peuvent parfois paralyser une rédaction et l'évolution qu'on aimerait parfois lui
je montre à Dorian Deméus mon petit graphique concernant la RTBF et la tendance à la baisse du nombre d'articles portant sur le climat. Et j'observe qu'il n'est pas vraiment étonné par cette tendance. Dorian Deméus, est-ce qu'il y a actuellement un désintérêt climatique dans les médias en Belgique et dans la presse en Belgique ? Je dirais qu'un sujet chasse l'autre, malheureusement, dans la presse et dans l'esprit de beaucoup de gens. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de constats qui ont été faits, d'analyses, qui ont été conclusions du GIEC, qui ont été partagées, commentées et autres. Et donc, on a un peu tendance à la répétition. Alors, je ne dis pas que la répétition n'est pas utile, loin de là, mais peut-être que le lecteur a envie qu'on lui parle aussi d'autres choses, et ça doit sans doute expliquer pourquoi cette matière est moins mise en avant, même si dans la rédaction, on n'a pas diminué les moyens par rapport à ces sujets. Donc ça reste une priorité pour nous. J'ouvre une petite parenthèse politique dans cet épisode. La discussion avec Dorian Deméus mène à plusieurs reprises aux stratégies des différents partis en Belgique et en Wallonie qui, selon lui, n'incluent pas assez le climat dans leurs débats, dans leurs décisions. Alors, pourquoi ? Dorian Deméus a peut-être la réponse à cette question. Moi, ce que je peux regretter, c'est qu'on, malgré la chute d'un parti qui se dit écologiste, c'est que les autres ne sont pas emparés du sujet. Pour une fois pour toutes, pouvoir affirmer et convaincre les populations qu'il ne faut pas un parti écolo pour faire de l'écologie. Et ça aurait été un message très fort de tous les partis. C'était un peu ce qu'a essayé de faire les engagés, avec notamment l'arrivée de Jean-Luc Ruck, mais qui ne se confirme pas du tout. Dans le temps. Et évidemment, le MR n'a pas fortement évolué, alors qu'ils avaient fait la promesse que ça serait un sujet qui serait mis fortement en avant. Parti socialiste non plus. C'est des sujets qu'eux-mêmes ne mettent pas en avant, sans doute parce qu'ils ne sentent pas non plus dans la population que c'est un enjeu qui parle, ou en tout cas un incitant électoral. Je pense que ça joue un peu dessus. Et puis alors, il y a une remarque qui a été faite par François Gemène que je trouve très, 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 très juste. Il dit qu'il y a une erreur en fait historique de la part des observateurs, de la part des médias, de la part des scientifiques, surtout, c'est de nous annoncer toujours les catastrophes naturelles dans 20 ans, dans 30 ans, ce qui permet pas, selon lui, à beaucoup de gens de considérer que le problème, il est là, aujourd'hui, demain, dans le vote qu'ils vont faire demain, et dans les décisions que le gouvernement doit prendre tout de suite. Et en fait, ce sont des échéances qui sont trop lointaines et qui, du coup, empêchent de prendre des décisions rapides. Et ça, c'est, il faut dire aussi, assez frappant. Et la guerre en Ukraine, aujourd'hui, les investissements dans la défense démontrent aussi que le court terme l'emporte quelque part sur des objectifs qu'on montre à long terme, qu'on devrait présenter à beaucoup plus court terme. Quand un gouvernement ne tient pas assez compte de l'environnement, on le pointe du doigt. C'est-à-dire qu'on a vu, notamment en Wallonie, que la coalition MR, les engagés, répondait pas du tout aux enjeux climatiques. Et ça, moi, je l'ai souligné dans énormément d'analyses, qu'elles soient dans le papier ou en audiovisuel, pour souligner que là, il y a quand même, rien que stratégiquement, une erreur, parce que Écolo a beaucoup perdu et les engagés a pu s'engouffrer sur la place délaissée au centre gauche, délaissée par les écolos, donc les engagés ont pu prendre cette place. Et il est évident que s'ils ne répondent pas à l'enjeu climatique qui avait motivé le vote écolo en 2019, eh bien, ils risquent de perdre cette partie électorale. Donc rien que sur le plan stratégique, c'est une erreur. Mais au-delà de ça, c'est une erreur globale parce que c'est un enjeu pour les générations futures. Et donc, juste dire que la santé, la sécurité sociale est, j'ai envie de dire, le totem ultime des engagés, pour moi, c'est une erreur aussi sociétale. On ferme la parenthèse politique pour en revenir à une étude de l'Observatoire des médias sur l'écologie, étude qui dit que le temps d'antenne consacré au sujet climatique est inférieur à 4% en France. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, nous en avons parlé dans l'épisode 3 de Déter. Mais bref, je partage cette information à Dorian Deméus et lui pose cette question. Est-ce qu'on peut parler d'un déni médiatique du réchauffement climatique, vous diriez ? Non, tout à fait. Non, ce sont des formules
vraiment pas. Alors, je vous cache pas qu'on a parfois l'un ou l'autre lecteur qui sont pas toujours des lecteurs fidèles d'ailleurs. C'est parfois des lecteurs qui s'abonnent parce qu'ils sont climatiques anxieux. Hein. Et donc, lors d'une conférence récemment, il y a quelqu'un qui est venu un peu nous cracher à la figure en disant « Vous avez écrit ça, vous vous êtes moqué des propos de Thunberg lors d'une interview avec Bart de Wever », alors que c'était pas ça du tout. C'était Bart de Wever qui était très rigolo, façon de parler, en répondant à une question sur le climat. Le journaliste a un peu souri, ça avait fortement choqué la personne. On n'est pas du tout dans une logique de déni. Il suffit de lire nos éditos sur le climat, franchement, pour pouvoir s'en rendre compte. On n'aurait pas le service Planète à la Libre, qui très longtemps a été en page 2 et 3 du journal, pour ça. C'est pas parce qu'on déplace une rubrique un peu plus loin dans le journal qu'on s'intéresse un peu plus qu'avant au spatial, parce que la révolution spatiale est considérable pour le moment, qu'il y a un manque d'intérêt. Toute la santé environnementale est excessivement importante, et je sais de quoi je parle parce que ma femme est elle-même dans un comité de médecins de santé environnementale pour que ce soit un sujet qui parle, et je vois bien que les sujets qu'elle met en avant, c'est des sujets qu'on traite dans le journal de manière totalement normale et classique. La dernière question que j'ai posée à Dorian Deméus concerne Greenpeace, l'association écologique militante que vous connaissez sûrement. J'ai fait quelques recherches et j'ai remarqué que les apparitions de Greenpeace sur le site de la Libre n'étaient pas tout à fait fréquentes, que certaines années, la Libre ne publiait presque aucun article en ligne comprenant le mot Greenpeace. La réaction de Dorian Deméus. C'est une analyse que je n'ai jamais faite, mais je ne considère pas que Greenpeace soit le porte-parole qu'il faut absolument mettre en avant. Il faudrait peut-être regarder quels sont d'autres scientifiques qu'on met en avant sur ces matières-là. Je pense justement à François Gemène que je vous ai cité, à M. Vanny Perzel, des choses comme ça, qui sont des réguliers, avec qui j'ai des contacts personnels aussi, parce que c'est important d'avoir ces personnes qui ont une capacité de pédagogie. Greenpeace, ça reste une association comme d'autres, qui ont des plans de communication. Parfois, ce sont des plans, des communications qu'on ne couvre pas parce qu'on l'a traité par ailleurs, ou tout simplement parce qu'on ne voit pas forcément l'intérêt. Et puis, il y a d'autres moments où, évidemment, on va parler du rapport de Greenpeace, du rapport d'Amnesty dans d'autres matières, et ça va de soi, mais on n'est évidemment pas point lié avec ce type d'association. Dans l'épisode 7 de Déter, nous irons à la rencontre de Greenpeace et d'un chargé de communication qui peine parfois à faire pénétrer les messages climatiques dans l'espace médiatique belge. Vous l'avez compris, c'est la fin de cet épisode, et évidemment, je n'oublie pas la tradition. J'ouvre mon tiroir où est soigneusement rangé mon petit carnet de journalistes sensibles aux questions climatiques. Je vais y inscrire de nouvelles pistes de réflexion après cette discussion avec le rédacteur en chef de la Libre. La première, Dorian Deméus relève des propos de François Gemène, co-auteur du 6e rapport du GIEC, qui dit que c'est une erreur de faire des projections climatiques à 20 ou 30 ans. Que ce soit dans des débats, dans les discours politiques ou dans les médias, il faudrait donc plutôt parler des enjeux climatiques à plus court terme pour qu'il y ait un plus grand intérêt pour le sujet. La deuxième réflexion que j'ai pu avoir lors de cet épisode, c'est que faire du journalisme de solution n'est pas naturel pour les journalistes et ne donne pas de résultats concluants auprès des lecteurs, selon Dorian Deméus, et c'est une affirmation qu'il partage avec Arnaud Ruyssen et Michel de Mulenard, des journalistes proches des questions climatiques. Et enfin, une troisième réflexion, aujourd'hui il y a un journaliste à temps plein sur les questions environnementales à la Libre Belgique. Ce n'est pas seulement faute de moyens, c'est aussi un choix rédactionnel d'attendre des journalistes qu'ils incluent naturellement les questions climatiques dans leur sujet. J'ajoute que la Libre propose des formations sur l'environnement aux journalistes. Ces formations ne sont pas obligatoires. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez des petites notes à me partager, n'hésitez pas à m'écrire sur deter.climat@gmail.com. À bientôt
pour l'épisode 7 de la série.